Bonjour, chers confrères, chers maîtres, permettez-moi de vous présenter un cas clinique didactique intitulé « Un œil sur le cerveau ». Il s'agit d'un patient de 24 ans ayant comme antécédent une choriouveilorétinite depuis 2006 sans diagnostic établi. Elle était vue par plusieurs ophtalmologues mais sans diagnostic. Une aphthose buccale récidivante depuis 5 ans, un épisode d'orchoépididymite une semaine avant l'hospitalisation. Il était admis aux urgences le 15 février 2017 pour une apparition aiguë des céphalées diffuses avec vomissement sans syndrome fébrile, suivi 2 jours après par d'un état de mal épileptique généralisé. L'état de mal a été jugulé au niveau des urgences et le patient fut hospitalisé au service. L'examen clinique a trouvé un patient conscient, nuque souple, apéritique, sans déficit sensitivo-moteur, des réflexes ostéotendineux vifs aux 4 membres, les paires crâniennes étaient intactes. Il a rapporté quelques troubles mnésiques antérogrades, mais on a trouvé un MMSE correct. Alors, quelle est votre conduite ? Donc, on a demandé une imagerie aux urgences, un scanner cérébral qui peut interpréter, qui a montré une lésion cortico-corticale, fronto-pariétale, hypodense, sans effet de masse sur les structures adjacentes. Le scanner injecté était de mauvaise qualité, on n'a pas retenu une prise de contraste. Oui, mais c'était... Vu que le scanner était de mauvaise qualité, donc on n'a pas... Ici, oui. Ça. À un certain moment, on a évoqué la thrombophélie cérébrale, puisque c'est probablement un décès avec des signes encéphalétiques. Donc, la thrombophélie cérébrale était éliminée en premier. Je pense qu'on n'a pas vu de signe de bêta-vie sur l'injection de contraste. Non, il n'y a pas de signe de bêta-vie. On demande un angélien. Oui, effectivement, on a pensé à une thrombophlébite, vu l'antécédent de la choriouveilorétinite et la notion d'aphthose buccale, le sexe masculin et le tableau clinique. Donc, on a complété par une IRM avec angios qui n'a pas montré de signe de thrombophlébite cérébrale. Donc, on a éliminé le diagnostic de thrombophlébite. Sur l'écho parenchymateuse, involontaire pour l'interprétation. Donc, l'IRM a montré la présence de 2 lésions, une fronto-pariétale sans effet de masse sur les structures adjacentes, l'autre est temporale, droite. Donc, les lésions sont en hypersignal T2 et flair. Sur les coupes T2 étoiles, on a noté la présence de quelques zones hypodenses, en hyposignal, qui peut être témoigner d'une hémorragie en intralésionnelle. Donc, les coupes injectées. On a noté une prise de contraste annulaire des 2 lésions, une prise de contraste en périphérie. La spectroscopie a montré un pic de N-acétylaspartate et de la choline. Alors, quels sont vos diagnostics à évoquer après cet aspect ? Oui, on peut faire une discussion à partir de la sémiologie radiologique. On a des lésions multifocales avec des prises de contraste à mono. Ça peut évoquer une toxoplasmose, tuberculose, métastase cérébrale. Et non.
ce qui nous pose un problème, c'est les antécédents, justement. Parce que pour nous, c'est une aphthose buccale récidivante. On était déjà orienté vers un B7. Dans ce cas-là, est-ce que le B7 peut donner ces lésions? Je ne sais pas. Ou bien, est-ce que c'est une autre pathologie qui peut donner des aphtoses buccales récidivantes? Il n'y a pas d'aphtose génitale. Non, non. Donc, il faut chercher les autres étiologies des aphtoses buccales, notamment les granulomatoses en général, qui peuvent donner les liquides. Voilà, la sarcomylose, par exemple. Oui. Je disais que les lésions, puisqu'on a l'habitude de voir les neurovasculaires parenchymateux, sont inhabituelles. Oui. C'est des lésions corticocortiques. Alors que classiquement, il y a des lésions plutôt mésencéphaliques et encéphaliques dans le neurovasculaire parenchymateux. À partir de là, je pense que le B7, on peut le mettre de côté. Mais il faut chercher, il faut aller faire l'examen ophtalmo, voir ce qui... Le problème du B7, c'est qu'on n'a pas de marqueur. On n'a que la clinique. Il faut chercher ce qu'il a une myélite, est-ce qu'il a autre chose. Mais la pratique du neuro-B7 au Maroc, je pense qu'en Afrique du Nord, on voit beaucoup de B7. Ce n'est pas la neuroimagerie du neuro-B7. Oui. Depuis 2006, depuis l'enfance, à l'âge de 13 ans. C'est une maladie qui a été suivie pendant des années par les ophtalmologistes. Ce n'est pas un B7. Sinon, ils auraient posé le diagnostic aussi sur des aspects très particuliers du B7. Donc pour eux, ce n'est pas un B7. Donc il n'a pas été traité comme un B7. Voilà. C'est une autre étiologie que les ophtalmologistes n'ont pas pu déterminer. Oui. Donc nous, on a suspecté au premier lieu un processus tumoral, un lymphome ou un gliome, un processus infectieux, tuberculome, toxoplasmose, encéphalite à l'HIV, une LIMP, un processus inflammatoire, une sclérose en plaques pseudotumorale. Oui. Oui. Non, tout à fait. Pour aller dans le même sens, si on tient compte de l'atteinte oculaire, à ce moment-là, la toxoplasmose se situe en première position. Oui. Donc, pour avancer au diagnostic, on a demandé un bilan biologique. NFS, ionogramme, CRP, VS, TPTCA, bilan hépatique étaient normaux. Les sérologies HIV, hépatite B, hépatite C, syphilis, toxoplasmose à 2 reprises étaient négatives. Et on a prélevé quelques gouttes de LCR, chimie, cytobactériologie, recherche des cellules anormales, recherche de BK, de l'herpès virus, de cytomégalovirus était négative. La recherche de bacilles de Koch dans les crachats et les urines normaux. Le Patergy test négatif. L'examen ophtalmologique a montré une atrophie maculaire bilatérale, secondaire probablement à une panuvéite. La TDM thoraco-abdominopelvienne était sans anomalie. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour avancer au diagnostic? Même si un HIV négatif On est dans la phase diagnostique, on est face à une chronophilite avec... Oui, il est en atrophie maculaire actuellement. C'est quelle heure? C'est-à-dire, est-ce que donc, on a éliminé les mécanismes néoplasiques? Le scanner peut avoir bien été bien, il n'y a rien de particulier. Il ne reste d'aller vers ces lésions avec les biopsies. Oui, On a tout fait. Donc, je pense qu'il faut aller faire la biopsie. Oui, on a discuté le dossier avec le neurochirurgien pour une biopsie stéréotaxique. Et l'histologie a montré la présence des formations ovoïdes et eosinophiles réfringentes contenant une ou plusieurs petites formations corpusculaires,
Entourés d'un halo clair, ces petits corpuscules sont retrouvés en intracellulaire, avec coloration opaque positive. Le tout dans un fond fibrillaire riche en cellules inflammatoires. Donc pour les anatomopathologistes, ça permet de retenir le diagnostic d'une toxoplasmose cérébrale. Et a posteriori, qu'on a pensé à l'atteinte oculaire qui est probablement due à une toxoplasmose congénitale tardive. Et d'ailleurs, les ophtalmologistes qui l'ont vu, ils ont déjà demandé des sérologies qui étaient négatives, mais il fallait faire une biopsie de l'humeur aqueuse, recherche des anticorps dans l'humeur aqueuse. Donc le patient a été mis sous traitement par cotrimoxazole, une TDM de contrôle faite après 1 mois, qui a montré une nette régression des lésions et de la prise de contraste par rapport au scanner initial. À noter que l'amélioration radiologique est toujours tardive par rapport à la clinique. Cliniquement, elle est asymptomatique. Donc, la toxoplasmose cérébrale, c'est la cause la plus fréquente des lésions focales du système nerveux central chez les patients atteints du sida. Elle est rare chez le sujet immunocompétent, moins de 30 cas décrits dans la littérature. Chez le sujet immunocompétent, elle est souvent asymptomatique et se manifeste rarement par des signes de focalisation. Concernant la radiologie, il se localise au niveau de la substance blanche, la jonction cortico-sous-corticale, le thalamus, les noyaux gris centraux. Les lésions sont d'emblée multiples dans 2/3 des cas, avec une prise de contraste annulaire ou nodulaire homogène, avec au sang œdème et effet de masse. Les lésions en hyposignal ou isosignal T1, hypersignal T2 et flair, hyposignal en diffusion avec augmentation de l'ADC. La spectroscopie montre un pic de lactate et de lipides. Concernant les différences de l'imagerie entre immunocompétents et sujets immunodéprimés, chez l'immunocompétent, les lésions sont souvent multiples, alors ils sont moins nombreux chez l'immunodéprimé, rarement abcédés chez l'immunocompétent, souvent des zones d'abcès secondaires à une nécrose et œdème périfocal chez l'immunodéprimé. La prise de contraste peut être faible ou absente chez l'immunodéprimé, expliquée par la diminution de l'immunité à médiation cellulaire. La forte prise de contraste est la règle chez l'immunocompétent, moins de 10 cas de forme vasculaire hémorragique chez l'immunocompétent, alors que la présence des zones hémorragiques est en faveur d'une toxoplasmose de l'HIV. La propagation au méninge est rare chez l'immunodéprimé, alors qu'il est fréquente chez l'immunocompétent. Le diagnostic différentiel radiologique se pose essentiellement avec le lymphome cérébral primitif, les tumeurs primitives au secondaire, la tuberculose, cryptococcose, nocardiose, les abcès pyogènes, les encéphalites diffuses à VIH, cytomégalovirus et LIMP. Pour le diagnostic, les tests sérologiques ont une faible sensibilité pour le diagnostic d'une toxoplasmose cérébrale. Le test diagnostique le plus sensible est la détection de l'ADN par PCR dans le LCR. L'histologie reste la clé du diagnostic. L'évolution est souvent favorable sous traitement, chez 70 à 80% des cas, la mortalité est environ 25% des cas. En conclusion, le but de notre cas est de penser à la toxoplasmose devant des images radiologiques évocatrices, même chez des patients immunocompétents. Notre cas est particulier par l'association à une atteinte ophtalmologique congénitale tardive. Le diagnostic sérologique peu sensible dans la toxoplasmose cérébrale, la PCR est plus contributive. La biopsie cérébrale est parfois nécessaire. Merci de votre attention.